Est-ce que les films Indiana Jones seraient devenus aussi cultes si Indiana n'avait pas eu son chapeau ni son fouet? Je pense que la réponse à cette question est oui et non. En fait, ce sont deux éléments cosmétiques qui peuvent paraître assez anecdotiques, et pourtant si je vous demande de décrire un film Indiana Jones à quelqu'un qui en aurait jamais entendu parler, ça va probablement ressembler à ça. Alors en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a un chapeau et un fouet, et il vole des objets précieux ou magiques dans des tombes, et il botte le cul de beaucoup de nazis. Avec la sortie du dernier film, je me suis demandé ce qui caractérisait vraiment les films Indiana Jones, et pourquoi ils avaient eu autant de succès au point de devenir des références en termes de films d'aventure. Je vous donnerai mon avis détaillé sur le 5e opus en fin de vidéo, mais lorsque je l'ai vu, je me suis fait la réflexion qu'il faisait pas complètement Indiana Jones. Par rapport aux souvenirs que j'avais des anciens, c'est comme si il manquait quelque chose. Du coup, j'ai revu les 4 premiers, ceux réalisés par Spielberg, je rappelle que c'est pas le cas du dernier, et je pense avoir identifié pas mal de choses qui sont caractéristiques de cette saga. On va regarder ça ensemble et voir si le dernier opus coche les cases ou pas. Bon, pour commencer notre recette, il nous faut notre ingrédient principal, un héros. Et surtout, il faut qu'il soit reconnaissable du premier coup d'œil. Même son ombre doit être reconnaissable. Très bien, donnons-lui un chapeau et un fouet. Ah, c'est pas mal là, on tient quelque chose. Bon, maintenant, il faut trouver un acteur pour l'incarner. Il faut un beau gosse, un mec hyper populaire. Allô Georges? Ouais, c'est Steven. Dis-moi, le petit Harrison, il est pas mal, super charismatique en Han Solo. Tu voudrais pas me le prêter pour mon prochain film? Bah écoute Steven, je suis pas hyper chaud. Je t'avoue que j'ai un peu peur que s'il tourne avec toi, il veuille plus jamais bosser avec quelqu'un d'autre. Allez mon pote, fais pas ton radin. Bon d'accord, mais tu me le rends, ok? J'ai besoin de lui pour faire une autre saga culte, hein. Ça y est, on tire notre star. Dans le film, ce sera un séducteur bien sûr, mais ce sera un bagarreur aussi, parce que ouais, les filles, ça aime bien les bad boys. Mais il aura des fêlures. Il aura peur des serpents. Ouais. On a un super protagoniste, bien américain, mais il peut pas être tout seul, donc il faut des personnages secondaires. Là, j'ai identifié 3 grandes catégories. Un love interest, un ou plusieurs alliés slash sidekick rigolo, et des antagonistes. Pour le love interest, il n'y en a qu'un seul qui est relativement intéressant, parce qu'un minimum développé, c'est celui de Marion Ravenwood, dans le premier volet et dans le 4e. Dans le 2 et le 3, les love interests sont malheureusement parfaitement oubliables, avec une mention spéciale pour Willie Scott dans le 2e qui pouvait difficilement être plus cliché que ça, et qui pour le coup est vraiment, mais vraiment insupportable. Pour les alliés, il n'y a pas vraiment de continuité d'un film à l'autre, c'est à chaque fois des personnages différents, ça peut être une ancienne connaissance d'Indiana, un autre archéologue, voire carrément son fils dans le 4e. À chaque fois, c'est vraiment des personnages fonctions, qui sont essentiellement là pour mettre en valeur Indiana Jones, ou pour donner des informations importantes pour faire progresser l'intrigue. Mais il y a une exception, c'est dans le 2e film, qui aurait clairement pu s'appeler 2001 et le Temple Maudit, tellement ce personnage passe son temps à sauver les fesses d'Indiana Jones. C'est assez incroyable, ce qui dénote quand même énormément avec tout le reste de la saga. Enfin, on dit souvent qu'un bon film a besoin d'un bon méchant. Et ben Indiana Jones s'en fout complètement. Mis à part le premier film où leur rivalité est vaguement expliquée, à chaque fois c'est plutôt un groupe qu'Indiana Jones affronte. Dans le premier c'est des nazis, dans le 2e les thugs, je sais pas comment ça se dit, le 3e rebelote des nazis, et dans le 4e ça se passe au moment de la guerre froide, donc forcément on a les bons vieux soviétiques. Ok, donc on a nos personnages, maintenant il faut qu'ils interagissent, et autrement qu'en se tirant dessus ou en se donnant des coups de poing. Et là, niveau dialogue, c'est assez économe. En fait, les personnages sont tellement peu développés que c'est souvent assez compliqué de les faire communiquer sans que ça sonne creux. La plupart du temps, c'est du dialogue informatif pour faire avancer les choses, et c'est d'ailleurs assez amusant de voir à quel point certains personnages connaissent précisément l'info dont Indiana Jones a besoin, pile au bon moment. Une autre grande particularité des Indiana Jones, et une de ses forces à mon sens, c'est la multiplicité des décors. Ça se balade aux 4 coins du monde, et ça a d'ailleurs donné les fameuses scènes en ligne rouge sur le planisphère pour représenter les trajets. On profite donc de nombreux décors dans des villes connues du monde entier, mais Indiana Jones, c'est aussi de nombreux décors fabriqués sur mesure pour les films.
Aujourd'hui, ça a un peu vieilli, mais le fait d'avoir tourné dans de grands décors réels, dont beaucoup vraiment impressionnants, je pense que ça a grandement contribué au succès des films. Le 4e film a d'ailleurs beaucoup été critiqué parce qu'il utilisait plus d'effets numériques pour modéliser les décors. On a nos personnages. Ils interagissent plus ou moins dans de jolis décors. Il faut maintenant décider ce qu'ils vont faire. Je vais mettre le Temple Maudit un peu à part, parce que c'est un peu un ovni dans la saga. Il est vraiment différent sur de nombreux points, mais à mon sens, pas sur les bons. Par contre, sur tous les autres, on a une structure d'histoire bien définie qui se répète. Avant tout, il leur faut un but. La chose primordiale, le MacGuffin de chaque film, c'est un objet légendaire, aux pouvoirs étranges qu'il faut retrouver. Et en général, un des personnages a passé sa vie à le chercher, au point que c'est devenu une obsession. Un truc amusant d'ailleurs, ce personnage a en général déjà bien mâché le travail Indiana Jones, qui n'a plus qu'à suivre les indices et à faire les déductions finales pour trouver le trésor. Dans le premier, c'est le père de Marion Ravenwood qui a le médaillon indiquant l'emplacement de l'arche, et il se trouve que les nazis sont tombés sur le bon site archéologique, c'est pratique. Dans le troisième, le père d'Indiana a un carnet rempli d'infos sur le Graal, et c'est lui qui trouve la tombe du chevalier. Et dans le quatrième, Oxley a carrément déjà découvert Eldorado, mais il fait demi-tour parce que... Et du coup, il est devenu fou. Ok. Et encore une fois, le 2 est à part sur ce coup-là. Et dans cette quête d'un objet légendaire, Indiana Jones va toujours être en compétition avec un groupe de méchants, aux mauvaises intentions, qui veut s'en emparer avant lui. Ce qui donne lieu à de glorieuses scènes de course-poursuite, avec des véhicules de plus en plus improbables. Dans le 3, on a quand même une course-poursuite cheval-tank. Fallait y penser à celle-là. Ah oui, et un petit détail que j'ai remarqué, dans chaque film, on a au moins une fois où les poursuivants ou les poursuivis passent d'un véhicule à l'autre. C'est chelou comme contrainte de cahier des charges, mais si vous voulez faire un Indiana Jones, apparemment, c'est à l'air d'être un passage obligé. Ça se poursuit, ça se tire dessus, ça se fait des coups bas, mais arrive un moment, et il y en a d'ailleurs souvent plusieurs dans le film, où tout ce beau monde arrive dans un temple ou dans des ruines. Et là, je pense qu'on touche à l'un des trucs les plus caractéristiques d'Indiana Jones. Dans tous ces endroits, on trouve des pièges à déjouer, des énigmes à résoudre et des passages secrets. Ces épreuves-là, c'est vraiment l'essence d'un film Indiana Jones. Ça crée du mystère, c'est palpitant, ça vient chatouiller en nous l'enfant qui adorait faire des chasses au trésor, et forcément, on trouve ça trop cool. Et comme si ce genre d'endroit n'était pas suffisamment angoissant, Spielberg adore mettre des bestioles absolument partout. Mais genre, partout. On commence à avoir une bonne liste de ce qui fait d'Indiana Jones une saga légendaire. Mais il manque encore un élément crucial, sa musique. Sans John Williams et son thème mythique, est-ce que la trilogie aurait aussi bien fonctionné? C'est une question ouverte, vous avez 4 heures, postez votre réponse en commentaire. Là je pense qu'on a assez bien identifié les principaux ingrédients de la recette Indiana Jones, mais il ne faut pas oublier que pour mélanger tout ça, il faut un cuisinier et il s'appelle Spielberg. Alors, il faudrait une série de vidéos entières pour disséquer la réalisation de Spielberg au travers de toute sa filmographie, donc je vais faire court et me concentrer sur Indiana Jones. Steven Spielberg, dans cette saga, c'est avant tout un incroyable technicien avec un grand sens du divertissement. Ici, il n'est absolument pas question de développer les émotions ou l'évolution interne d'un personnage. L'objectif, c'est un film d'aventure familial qui marque les esprits. Et le contrat est rempli. On a de grandes scènes épiques de course-poursuite, de la bagarre, de la romance, le tout dans des lieux grandioses que Spielberg sait très bien filmer. Il prend de la distance pour montrer l'ampleur des lieux ou d'une situation, il rentre dans l'action pour immerger le spectateur, et il alterne les deux avec un rythme et un dynamisme qui font mouche. Par-dessus tout, je pense que Spielberg a une capacité incroyable qui est celle de créer des scènes qui deviennent cultes. Tous les films de la saga en ont au moins une. Dans le premier, le piège du rocher roulant et la scène du marché. Dans le deuxième, on a le repas et la course-poursuite en wagon. Dans le troisième, toute la série d'épreuves finales et le fameux Choose Wisely qui a été repris tellement de fois. Et même dans le quatrième, alors même si elle est décriée, faut avouer que la scène du frigo après l'explosion nucléaire, elle est quand même assez mémorable. Bon, notre tableau est bien rempli, on a maintenant une assez bonne idée de la recette Indiana Jones. Comme je le disais précédemment, on voit bien que le 2 est en dehors des clous sur pas mal de points.
Alors avec le temps, il est devenu culte au même titre que les deux autres de la trilogie, mais à sa sortie, il a quand même eu beaucoup de critiques négatives, notamment sur la pauvreté de ses personnages, et aussi sur l'aspect beaucoup plus sombre du film. Et je dois dire que je suis complètement d'accord, et que c'est clairement l'opus que j'aime le moins. On va d'ailleurs en profiter pour faire un petit classement avant de parler du 5e. En dernière place, pas de surprise, je vais mettre le Temple Maudit. En 3e position, le Royaume du Crâne de Cristal. En 2e place, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et en 1re place, et d'ailleurs je pense que c'est le préféré de beaucoup de monde, je vais pas être très original sur ce coup, La Dernière Croisade. C'est à mon sens celui avec les meilleures péripéties, un objet légendaire qui parle à tout le monde, et un duo Harrison Ford-Sean Connery qui fonctionne bien mieux que beaucoup d'autres duos qu'on a pu avoir ou qu'on aura par la suite dans la saga. Allez, c'est l'heure de reprendre notre tableau et de voir si ce dernier volet est un vrai Indiana Jones ou non. Tout d'abord, le héros. Alors, bien sûr, Harrison Ford est de retour avec son chapeau et son fouet, mais compte tenu de son âge, le personnage est tout de suite beaucoup moins crédible. Il y a une petite vibe, je suis trop vieux pour ces conneries, mais le personnage en fait quand même 100 fois trop pour son âge. Et du coup, on a un peu du mal à y croire. Le Love Interest. Alors, le personnage de Marion est bien dans le film, mais on la voit que 5 minutes, donc bon, un peu difficile de compter ça de la même manière que dans les films précédents. Les alliés. Là, le film coche complètement la case. La fille d'un ancien pote archéologue, un gamin des rues style 2001. Honnêtement, je trouve que les personnages sont très bons. Alors, ça reste un Indiana Jones, donc ils sont pas hyper développés, mais l'alchimie du trio fonctionne. On pourra quand même se questionner sur leur morale un peu douteuse par moment, mais bon, ils ont plus ou moins un arc de rédemption, donc bon, ça va. L'antagoniste. Bon, là, ils sont allés chercher le mec qui fait le plus méchant de toutes les stars hollywoodiennes, Mads Mikkelsen, et pas de surprise, il est dans un fauteuil pour incarner un méchant bien plus charismatique que ceux des précédents opus, même si là encore, j'aurais bien aimé un peu plus de développement. Ah oui, et c'est un nazi. C'est une manière facile de caractériser un personnage, en renouant avec les anciens films, sans trop se fouler. Niveau dialogue, le film m'a semblé un peu plus bavard que ses prédécesseurs. Faudrait que je le revoie pour en être sûr, mais en tout cas, c'est pas pour me déplaire. Je trouve que ça donne plus d'épaisseur à un personnage d'Indiana Jones vieillissant, et les propos étaient assez pertinents. Pour les décors, je dirais que c'est en demi-teinte. Le groupe de héros voyage bien plus que dans le 2 par exemple, mais les lieux visités sont pas hyper marquants je trouve. En particulier les temples, les tombeaux, qui m'ont semblé assez factices. L'intention de faire des décors réels était louable, mais ça ressemble plus à une attraction Disney qu'à de vraies ruines, et bon c'est un peu dommage. L'objet légendaire est bien là, le cadran de la destinée ou la machine d'Anticythère. L'objet est coupé en plusieurs morceaux, il faut les retrouver, on est sur un classique. Et bonus, le père d'Helena Shaw a passé sa vie à les chercher, c'est devenu une obsession, et il a déjà bien mâché le travail, comme c'est pratique. Alors, côté course-poursuite, on est servi. Sans déconner, ça compose presque la moitié du film, et à un moment, il y a une double course-poursuite qui dure mais une éternité, et qui ne sert à rien. Tu l'enlèves du film, ça ne change rien. C'est assez frustrant. Niveau piège et énigmes, il y en a, donc le point est validé, mais il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Et niveau bestiole, on a des murènes, mais bon, rien de marquant non plus. La musique mythique est bien là, bien sûr, mais ils n'ont pas pris de risque. Ils ont pris la ligne mélodique qu'on connaît tous, ils ont brodé autour, donc bon, pas déçu, mais pas vraiment surpris non plus. Pour ce qui est de l'histoire de manière globale, en termes de cohérence ou de vraisemblance, on est dans la moyenne de ce qui a déjà été fait dans la saga. Il y a des incohérences bien sûr, notamment un magnifique paradoxe de l'écrivain, mais bon, dans tous les films de la saga, on a des délires fantastiques ou SF, et celui-là est pas particulièrement plus absurde que dans les précédents films. Et le dernier point, qui est sûrement le plus important, ce film n'a pas été réalisé par Spielberg. Et ça se sent. J'ai un peu la sensation que le film avait le cul entre deux chaises, entre réutiliser le matériau d'origine et ses gimmicks, mais aussi en voulant se réapproprier certaines choses. Sur certains points, c'est plutôt réussi,
J'aime beaucoup le développement d'Indiana Jones par exemple, et ses interactions avec les autres personnages. Sur d'autres points, c'est quand même assez poussif. Sa gestion des courses-poursuites par exemple, et de l'action en général, est vraiment pas terrible. Le film va à toute vitesse. Il s'arrête quasiment jamais pour souffler, et c'est accentué par des choix de cadrage que je trouve hyper oppressants. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec autant de gros plans. Spielberg, lui, n'hésitait pas à filmer pleinement ses personnages et à les faire interagir sur différents plans, tout en montrant le décor dans lequel ils évoluent. A l'inverse, le film de James Mangold m'a donné l'impression de filmer en gros plan, avec des gigaflous derrière pour cacher la misère. Et pour un film comme Indiana Jones, qui a quand même un certain standing à tenir en termes d'ambition, c'est quand même clairement en dessous de ce que pouvait faire Spielberg. Voilà mon avis détaillé sur ce dernier Indiana Jones. Comme je l'avais pressenti, le film ne coche pas ou seulement partiellement beaucoup des éléments qui ont fait la force et le succès des précédents. Malgré tout, j'ai l'impression que le film a un retour critique qui n'est pas désastreux. Personnellement, j'y ai passé un bon moment. Le bilan est quand même plutôt positif, malgré pas mal de choses qui m'ont gêné. Je pense que la conclusion du personnage est bien. Donc, s'il vous plaît, laissez la saga tranquille. Personne n'a envie de voir un 6e film. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu aborder une thématique plus resserrée sur un sujet précis, notamment en ayant un corpus d'œuvres plus maigre. Donc dites-moi ce que vous en pensez en laissant un commentaire par exemple. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préférez des sujets plus larges où je présente plus d'œuvres? Voilà, dites-moi. Bien sûr, mettez un pouce bleu, partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt. Salut!